Bon, nous allons commencer. Eh bien, bonjour à toutes et tous et merci d'assister à ce nouveau webinaire de la NSFA qui va porter sur l'hypoprotéine et inflammation. Merci aussi aux intervenants, Sébastien Tanaka, Maxime Nguyen, qui vont nous présenter des points cliniques précis. Et puis, une petite pensée à Olivier Meillac, qui aurait dû jouer le rôle de modérateur pour cette session et malheureusement, l'HCERS en a décidé autrement. Il est actuellement dans l'aérogare ou en plein vol pour la métropole. Donc voilà, nous allons faire sans lui. Donc j'aimerais aussi remercier pour son soutien la Société européenne d'athérosclérose, l'EAS, qui apporte un soutien financier à la NSFA pour ces webinaires. Et j'en profite aussi pour vous annoncer les prochains webinaires qui vont suivre, avec le 12 décembre une session sur les hypocholestérolémies. Et puis, en début d'année prochaine, il y aura également un webinaire sur la stéatose hépatique. Donc, pour en revenir à notre session d'aujourd'hui, le webinaire va s'organiser en plusieurs parties. Tout d'abord, je vais aborder les aspects fondamentaux liant lipoprotéines et inflammation, et ensuite les aspects plus cliniques seront présentés par Sébastien Tanaka pour ce qui est des infections bactériennes et chocs septiques les thérapies basées sur les HDL. Et puis Maxime Nguyen va nous présenter, lui, les soucis d'altération de la barrière intestinale. Et puis nous terminerons avec une petite évocation des liens entre altération quantitative, qualitative des lipoprotéines et le Covid-19. Donc ça, c'est un peu pour faire écho au tout premier webinaire de la NSFA de 2020 qui avait commencé avec Covid-19. Donc je vais commencer avec ma présentation qui porte sur les aspects fondamentaux qui lient l'hypoprotéine et l'inflammation. Donc je suis Thomas Gauthier, je travaille à Dijon, je suis chercheur INSERM dans l'unité 1231, lipides, nutrition, cancer. Donc les lipoprotéines, elles ont été classiquement étudiées pour leur rôle important dans le transport du cholestérol et des triglycérides, avec les différentes voies que vous connaissez, les voies exogènes, les voies d'apport et les voies de retour de cholestérol. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais toujours est-il que de par leur rôle dans l'homéostasie lipidique, eh bien, les lipoprotéines ont été en premier lieu étudiées aussi pour leur impact sur le développement de l'athérose et des maladies cardiovasculaires, alors avec d'une part l'influence de l'accumulation de LDL sur le développement de l'athérosclérose, et puis à l'inverse, le rôle plutôt protecteur des HDL qui permettent l'efflux de cholestérol et son retour vers le foie selon le mécanisme de transport réverse du cholestérol. Seulement, on sait maintenant très bien que l'athérosclérose n'est pas seulement un problème d'homéostasie lipidique, mais qu'il y a également une composante inflammatoire très forte. Donc, juste pour vous illustrer ça, les résultats des dernières grosses études dans lesquelles le but bien, était de taper sur l'inflammation pour voir l'effet sur l'athérosclérose, notamment l'étude CANTOS avec l'inhibition de l'IL-1 bêta, l'étude COLCOT où cette fois-ci, on inhibait l'inflammasome et l'RP3. Et dans les deux cas, on a une diminution en vert des marqueurs circulants d'inflammation. Et ça se traduit par une réduction de la survenue des événements cardiovasculaires. Et à contrario, l'étude CIRT, qui utilisait cette fois-ci des petites doses de méthotrexate, cette étude, dans cette étude, il n'y avait pas de modification des marqueurs circulants d'inflammation et eh bien, il n'y a pas eu non plus de modification, d'amélioration en termes de survenue des événements cardiovasculaires. Donc ça montre bien l'effet très important de l'inflammation sur la progression de l'athérosclérose. Donc, on a déjà eu un webinaire sur athérosclérose et inflammation, notamment tout ce qui est mécanisme cellulaire. Donc, on va pas, ça a été très très bien présenté, on va pas revenir là-dessus. Moi, j'aimerais juste revenir un petit peu sur l'interrelation entre, cette fois-ci, les lipoprotéines circulantes et les phénomènes inflammatoires. Tout d'abord, dans l'athérosclérose, je vais aller assez vite. Quels sont les facteurs en fait, qui peuvent influencer l'inflammation et qui viennent des lipoprotéines? Eh bien, quand on regarde les lipoprotéines A ApoB, un facteur très important, ce sont les phospholipides oxydés.
qui sont présents au niveau des LDL, mais aussi également en quantité très importante au niveau des LP petit a. Ces phospholipides oxydés qui peuvent faire des liaisons covalentes, hein, et on peut trouver ces phospholipides oxydés au niveau de l'intima des plaques d'athérome, et ils colocalisent eh bien, avec d'une part l'apobescent, mais également avec des fortes quantités d'apo petit a, hein, dans cette étude de 2012. Et ce qui est très intéressant, hein, c'est qu'ils sont également présents dans la même zone que les macrophages, ce qui suggère vraiment un lien fort avec l'inflammation. Et puis, d'un point de vue clinique, eh bien, l'impact de ces phospholipides oxydés, il a pu être confirmé. Là, c'est juste illustré par l'étude Bruneck avec près de 800 personnes, hein, sur 15 ans, qui ont été stratifiées en fonction de la quantité de phospholipides circulants. Et c'est les personnes qui sont dans le tertile le plus haut, hein, qui ont le nombre le plus important d'événements cardiovasculaires, hein, ce qui montre bien le rôle important de ces phospholipides. Pardon. Donc ces phospholipides, d'un point de vue mécanistique, comment ils agissent, hein, eh bien, de par le fait qu'ils font des liaisons covalentes avec différents éléments des LDL, eh bien, ils modifient ces LDL qui ne sont plus reconnus par le LDL récepteur. Elles sont reconnues par les récepteurs éboueurs, et pas seulement, sont également reconnues par les récepteurs de l'immunité innée, hein, en tant que signaux d'alerte, notamment le récepteur TLR4, et ça va induire une réponse inflammatoire, et également ces LDL modifiés en interagissant avec TLR4, elles peuvent également moduler la réponse inflammatoire en présence eh bien, des ligands, on va dire, naturels de TLR4, qui sont les endotoxines bactériennes, les LPS. Et donc là aussi, ça va jouer sur la réponse inflammatoire. Donc ça, c'est un premier mécanisme par lequel les lipoprotéines influencent la réponse inflammatoire. Deuxième mécanisme, cette fois-ci, qui implique les rémanents de VLDL et de chylomicron, hein. Et cette fois-ci, ce serait plus via les acides gras. Donc là, vous avez une illustration en fluorescence, hein, de la capacité de ces rémanents, qui sont plus petits que des VLDL ou des chylomicrons, ces rémanents qui peuvent passer l'endothélium et se retrouver dans l'intima, ici en vert. Et une fois dans l'intima, ils peuvent relarguer sous l'action des lipases des acides gras. Alors, certains acides gras peuvent être des ligands directs des récepteurs TLR, hein, et donc stimuler la réponse inflammatoire de manière directe, notamment via TLR4. Et puis, ils peuvent également servir de précurseurs pour la synthèse de céramides, et ces céramides peuvent moduler également, peuvent moduler à la hausse la réponse inflammatoire des macrophages en présence d'endotoxines bactériennes. Donc ça, c'était pour les effets délétères pro-inflammatoires des lipoprotéines à ApoB. Et à l'inverse, eh bien, les HDL, elles, ont un effet protecteur vis-à-vis de l'inflammation via de très, très nombreux mécanismes, hein. Il y a des effets pléiotropes, donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que Sébastien Tanaka va vous en dire un petit peu plus lors de sa présentation. Je vais juste revenir très, très rapidement sur 3 points. D'une part, eh bien, de par la présence de nombreuses enzymes ou protéines à la surface des HDL, elles ont un effet protecteur vis-à-vis de l'oxydation lipidique qui peut avoir lieu au niveau des LP petit a et des LDL, donc ça diminue les signaux de danger et l'inflammation. Deuxième effet protecteur anti-inflammatoire, les HDL portent également de l'ApoM qui prend en charge de la sphingosine 1-phosphate produite par des cellules donneuses, et ces HDL peuvent présenter cette S1P, cette sphingosine 1-phosphate, sur des récepteurs spécifiques présents au niveau de différents types cellulaires qui sont localisés dans l'intima ou bien au niveau de l'endothélium, hein. Et donc, ça peut moduler les réponses cellulaires. Et dans la plupart des cas, cette S1P a un effet anti-inflammatoire et anti-athérogène. Enfin, dernier effet protecteur des HDL que j'aimerais évoquer avec vous, eh bien, c'est leur capacité, hein, qui a été décrite un petit peu plus récemment, à transporter des micro-RNA produits par des cellules donneuses, hein, qui sont pris en charge par les HDL dans la circulation et qui vont pouvoir les délivrer à des cellules cibles et ainsi moduler l'expression de différentes protéines. Et de nombreux miRNA qui sont présents à la surface des HDL eh bien, ont un impact sur l'athérosclérose, notamment en modulant différents facteurs impliqués dans l'immunité et l'inflammation. Alors, à côté des HDL, hein, d'autres lipoprotéines sont capables de transporter des ARN messagers, notamment les LDL. Ça a été décrit très, très récemment dans un Nature Cell Biology l'année dernière, hein. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas des miRNA endogènes, ce sont des ARN issus de différentes populations bactériennes présentes dans le microbiote. Et là, cette fois-ci, on n'a plus un effet anti-inflammatoire, mais un effet pro-inflammatoire, hein, de ces ARN bactériens. Et c'est un effet pro-inflammatoire qui passerait cette fois-ci, non pas via TLR4, mais TLR8. Donc, vous pouvez voir ici que des macrophages
exposé à des LDL natives, simplement qui transportent ces ARN bactériens, eh bien, provoque une réaction inflammatoire plus marquée. Et quelles sont les conséquences en termes d'athérosclérose, hein? Eh bien, si on traite des animaux avec des oligonucléotides antisens qui musellent ces ARN bactériens, eh bien, on a une diminution de la progression d'athéro. Donc là aussi, un effet très important et de nouveau délétère des LDL, mais en tant que transporteur de composés bactériens. Et maintenant, si on veut élargir un peu plus le message, eh ben, on sait maintenant, hein, depuis plusieurs années, que toutes les lipoprotéines sont capables de transporter des composés bactériens, pas forcément des acides nucléiques, mais les endotoxines bactériennes, ces fameux LPS, hein. Ça, c'est une expérience très, très simple qui a été faite il y a plus de 20 ans, hein. Si vous incubez des LPS bactériens in vitro dans du plasma et qu'ensuite vous reséparez vos lipoprotéines, vous pouvez détecter des LPS au niveau de chaque fraction lipoprotéique, au niveau des VLDL, des LDL et des HDL, ce qui montre bien que toutes ces lipoprotéines sont capables de lier ces toxines bactériennes. Alors ces LPS, qu'est-ce que c'est, hein? Je pense que la plupart d'entre vous les connaissent, hein. Ce sont des molécules qui sont ancrées dans la membrane externe des bactéries à Gram négatives et elles font partie des molécules qui induisent le plus puissamment la réponse inflammatoire liée à l'immunité innée en interagissant avec les récepteurs TLR4 présents notamment à la surface des cellules immunitaires. Alors la structure des LPS, c'est la suivante, hein. Vous avez une partie qui est hydrophile, hein, qui est composée de la répétition de différents motifs saccharidiques. Et puis vous avez une partie hydrophobe, c'est elle qui est initialement ancrée dans la membrane bactérienne, mais c'est également elle qui est responsable de l'activité pro-inflammatoire et qui est reconnue par les récepteurs TLR4. Et ce qui est intéressant, hein, c'est qu'au niveau de cette partie lipida, eh bien, il y a un très grand nombre de résidus d'acides gras, donc c'est eux vraiment qui donnent le caractère hydrophobe à cette molécule. Et c'est eux également qui permettent, hein, au LPS d'interagir avec les lipoprotéines. Alors ces LPS, hein, ce qui est intéressant, c'est quelque chose qu'on soupçonnait un petit peu et puis qui est de plus en plus mis en valeur, hein, bah, ces LPS, on peut les trouver au niveau des plaques d'athérome. Ça, c'est une étude, hein, qui date d'il y a 5 ans maintenant, où il y a simplement des manipes d'histochimie qui ont été faites sur des prélèvements d'artères carotides chez des patients et qui montrent la présence, hein, de LPS issus de Escherichia coli au niveau de l'intima des plaques, alors qu'on ne voit rien au niveau d'artères saines. Et ce qui est intéressant aussi, hein, c'est qu'on trouve plus de LPS circulant chez ces patients, et ça corrèle aussi avec une augmentation d'un marqueur d'altération de la perméabilité intestinale, la zonuline. Donc ça entre vraiment dans le paradigme, hein, de cette endotoxémie à bas bruit liée à l'athérosclérose et également liée à la dysbiose intestinale, hein. Donc suivant cette hypothèse, si on a une dysbiose et probablement une altération de la barrière intestinale, une petite quantité de LPS peut passer dans la circulation et se retrouver au niveau des plaques d'athérome où elles peuvent augmenter la réponse inflammatoire en interagissant avec les récepteurs TLR4. Alors, à côté de ces altérations de la barrière intestinale, l'endotoxémie à bas bruit, hein, ces petites quantités de LPS, elles peuvent être aussi médiées par les chylomicrons qui peuvent jouer un rôle de cheval de Troie en quelque sorte pour l'entrée des LPS. C'est-à-dire que cette fois-ci, ce n'est pas forcément lié à une altération des jonctions entre les entérocytes. Alors, ce passage des LPS via les chylomicrons, bah, ça a été mis déjà en évidence chez le rat. Lorsqu'on administre des LPS par voie orale à des rats et qu'ensuite on regarde la quantité de LPS qui se retrouve dans la circulation, eh bien, cette quantité est fortement diminuée si en plus les rats sont traités avec des inhibiteurs de synthèse des chylomicrons. Et ce rôle des chylomicrons dans le passage des LPS de l'intestin vers la circulation, il a pu être aussi confirmé chez l'homme, avec un impact du type de repas, mais également de l'état métabolique, hein, des personnes qui sont en train de prendre un repas. Chez des personnes avec un poids normal, un repas pas spécifiquement riche en graisse n'induit pas forcément l'apparition de LPS dans la circulation. Par contre, on a une augmentation transitoire de la quantité de LPS associée au chylomicron lorsqu'on prend un repas riche en graisse, mais ça revient très très rapidement à un niveau de base. Par contre, chez des sujets qui présentent de l'obésité, déjà avec un repas normal, on a une accumulation de LPS associé au chylomicron dans la circulation et cet effet est exacerbé
lors d'un repas riche en graisse et on voit que les LPS restent dans la circulation, traînent dans la circulation pendant une durée prolongée. Et donc ça, hein, ça pourrait expliquer aussi l'endotoxémie à bas bruit que l'on retrouve chez des patients qui ont des désordres métaboliques. Donc on aurait un peu le schéma suivant, c'est-à-dire que des LPS du microbiote entrent dans la circulation avec les chylomicrons. En temps normal, ils vont être vite recaptés par le foie avec les remnants de chylomicrons et excrétés par voie biliaire. Par contre, si vous avez un défaut, un défaut de clairance ou une accumulation de chylomicrons, il y a de fortes chances pour que ces LPS finissent par activer les monocytes macrophages et induire une inflammation à bas bruit. Donc là, pour l'instant, tout ce que je vous ai présenté, c'est de l'inflammation à bas bruit, hein, ce qu'on retrouve notamment dans l'athérosclérose. Donc, on a un effet sur la morbimortalité à long terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lipoprotéines peuvent également jouer un rôle très important dans les phénomènes d'inflammation aiguë, des phénomènes qui peuvent déboucher sur des syndromes inflammatoires systémiques. Hein. Donc, on n'a plus de rétrorégulation de l'inflammation, et notamment dans les cas de sepsis sévère, ça, c'est lié à des taux de mortalité très élevés à court terme. Mais également hein, les infections, notamment, qui sont lors d'inflammations beaucoup plus marquées, ça peut avoir un effet sur l'athérosclérose. Et ça a été résumé dans une étude dans un papier assez récent. Hein. Vous avez ici différents agents pathogènes et les effets qu'ils peuvent avoir sur l'athérosclérose. Et dans tous les cas, c'est des effets qui sont liés à l'inflammation. Et ce qui est intéressant, hein, c'est qu'on retrouve dans ces pathogènes eh bien, le SARS-CoV-2. Donc, on reviendra très rapidement là-dessus à la fin du webinaire. Et puis également des bactéries à gram négatives, hein, donc, qui sont porteuses de ces fameuses endotoxines bactériennes. Et donc, dans le cadre des inflammations aiguës ou des infections, eh bien, il est maintenant connu que toutes les lipoprotéines ont une capacité d'inactivation des LPS. Ça, c'est quelque chose qui peut être déjà observé sur du plasma total. Lorsqu'on incube du plasma avec des quantités croissantes de LPS, on peut mesurer d'une part vraiment la dose, la masse de LPS présente dans le milieu d'incubation, donc par spectrométrie de masse, ou bien alors l'activité biologique des LPS. Et donc, au cours du temps, eh bien, on voit que la quantité de LPS reste constante, hein, rien ne se perd, rien ne se crée. Par contre, l'activité biologique diminue très rapidement, et même pour les plus fortes doses de LPS, au bout de 4 heures, on n'a quasiment plus d'effet inflammatoire de ces LPS. Donc, il y a quelque chose dans le plasma qui inactive ces endotoxines bactériennes. Et là, dans la partie basse de la lipoprotéine, vous pouvez voir que les lipoprotéines jouent un rôle très, très important dans cet effet inactivateur. Ça, c'est des résultats qui ont été obtenus en comparant des plasmas totaux ou des plasmas délipidés. Vous voyez ici la différence entre un plasma dépourvu de lipoprotéines ou un plasma total en termes d'effet d'inactivation des lipoprotéines. Maintenant, en termes de potentiel inactivateur des différentes classes de lipoprotéines, eh bien, toutes les lipoprotéines sont capables d'inactiver le LPS. Vous voyez ici, avec du LPS de E. coli ou de Neisseria, aussi bien les LDL, les HDL que les VLDL sont capables d'inhiber ces effets inhibiteurs, même si pour les VLDL, c'est un petit peu moins marqué. Et pour finir, en termes de mécanistique, ça, c'est quelque chose qui a été fait simplement in vitro aussi avec différentes classes, sous-classes de HDL et des LPS purifiés marqués. Les auteurs ont quantifié la quantité de LPS qui était présent à la surface des macrophages. Et pour toutes les classes de HDL, en fait, on a une forte réduction de la quantité de LPS qui peut s'associer aux macrophages en culture. Donc, le tableau final, hein, comment fonctionne cet effet neutralisateur neutralisant des LPS, des lipoprotéines vis-à-vis des LPS? Eh bien, en fait, on a deux voies possibles hein, lorsqu'on a une infection. En présence de bactéries gram-négatives ou de débris bactériens et de relargage d'agrégats de LPS, soit ceux-ci sont pris en charge par la LPS Binding Protein, la LBP, pour être présentés au complexe TLR4-MD2 et induire de l'inflammation, soit ces LPS peuvent s'associer aux lipoprotéines. Et dans ce cas-là, on a un masquage et une séquestration de la partie lipida en rouge. Hein. Donc, c'est vraiment la partie pro-inflammatoire, la partie hydrophobe. Et donc, elle va se nicher dans la couche de phospholipides. Elle ne pourra plus interagir avec TLR4. Et donc, on a des LPS qui sont neutralisés. Seulement, l'effet protecteur des lipoprotéines contre les infections ne s'arrête pas là, puisqu'elles sont également impliquées dans l'élimination des LPS de l'organisme, donc la résolution de l'endotoxémie suivant un mécanisme qu'on a appelé le transport réverse des LPS, par analogie au transport réverse du cholestérol.
Donc, ce transport réverse du LPS, on a pu l'observer hein, en utilisant des endotoxines doublement marquées avec un radiométal et puis un fluorophore. Et donc, avec le radiométal, on a pu faire des imageries SPECT. Et après injection intraveineuse, on voit que le signal lié au LPS s'accumule très, très rapidement dans le foie. Et sur coupe histologique, on peut voir le signal fluorescent qui s'accumule petit à petit au niveau des hépatocytes, hein. Donc, les LPS circulants finissent par être récupérés par le foie. Maintenant, quels sont les différents facteurs qui peuvent moduler ce transport réverse des LPS? Eh bien, tout d'abord, il y a le récepteur SRB1. Si on compare ici des souris type sauvage à des souris déficientes en SRB1, on voit qu'en absence de SRB1, eh bien, la réponse inflammatoire est beaucoup plus marquée que par rapport à des souris type sauvage. Et c'est associé aussi à une mortalité accrue par rapport à des animaux sauvages qui, eux, ne meurent pas. Et donc, à quoi c'est dû ça? C'est dû d'une part au fait que les LPS traînent plus longtemps et s'accumulent dans le plasma de souris déficientes en SRB1. Et ça, c'est causé par un captage hépatique altéré en absence de ce récepteur. Et ça peut être vérifié également sur des hépatocytes en culture et des LPS fluorescents, hein. En absence de SRB1, on a beaucoup moins de signal fluorescent dans les hépatocytes que chez des hépatocytes type sauvage. Également, le récepteur OLDL a un effet permissif sur ce transport réverse, hein. Alors, même schéma que précédemment, comparaison entre des souris déficientes en LDL récepteur à des souris type sauvage. Et en absence de LDL récepteur, eh bien, de nouveau, les LPS traînent beaucoup plus longtemps dans la circulation et c'est dû à un captage hépatique qui est altéré. Et de nouveau, vérification au niveau des hépatocytes, hein. En absence de LDL récepteur, quasiment pas de signal fluorescent par rapport à des hépatocytes type sauvage. Et puis le groupe de Keith-Wally, plus récemment, a montré hein, qu'on peut jouer sur le LDL récepteur eh bien, en ajoutant du PCSK9 purifié dans les milieux de culture et donc en inhibant l'expression du LDL récepteur. De nouveau, on réduit le captage des LPS marqués par rapport à des cellules non traitées. Donc, l'image globale hein, de ce transport réverse du LPS, il est le suivant. On a une infection, des bactéries qui se multiplient ou qui peuvent être tuées par le système endogène, notamment avec la BPI, la Bactericidal Permeability Increasing Protein, et donc qui peuvent relarguer des LPS dans la circulation. Soit ces LPS vont vers la voie inflammatoire, soit ils s'associent aux lipoprotéines. Et en plus de cette inactivation, eh bien, les LPS liés au HDL reviennent au foie via SRB1 ou via LDL récepteurs quand ils sont liés aux lipoprotéines de basse densité. Donc, à côté de ces récepteurs aux lipoprotéines, il y a également un autre facteur qui peut favoriser le transport réverse des LPS, c'est la protéine de transfert des lipides. Ce qui est intéressant, c'est que la PLTP, hein, comme la PLTP, qui ont été initialement décrits pour leur rôle dans le remodelage des lipoprotéines circulantes, eh bien, elles sont très étroitement liées d'un point de vue génique à la LBP, qui prend en charge les LPS, et à la BPI, qui, elle, tue les bactéries, donc de protéines impliquées dans l'immunité innée. Et ce qui a été montré maintenant il y a plusieurs années par Heilman dans les années 90, hein, c'est que in vitro, la PLTP elle est capable de favoriser l'association des endotoxines au HDL. Donc, elle joue vraiment un rôle clé dans la première étape du transport réverse des lipopolysaccharides. Et comment ça se traduit in vivo? Cette fois-ci, quand on compare des souris type sauvage à des souris PLTP déficientes, eh bien, en absence de PLTP, on a une excrétion biliaire de LPS qui est fortement diminuée et c'est associé à une réaction inflammatoire beaucoup plus importante chez des souris qui sont challengées avec des fortes doses de LPS. Et ça se traduit aussi en termes de mortalité, hein. Des souris déficientes en PLTP meurent plus que des souris type sauvage lorsqu'on leur injecte des doses sublétales de LPS. Donc, hein, une image miroir entre les deux protéines étroitement liées d'un point de vue génétique, entre les deux protéines cousines, la LBP qui oriente les LPS vers la voie de l'inflammation et la PLTP qui oriente les LPS vers leur liaison au HDL et leur élimination biliaire. Pour terminer, hein, peut-on jouer sur ces différents acteurs pour favoriser l'expression et l'expression des LPS et la résistance aux infections? Eh bien, oui, pour le LDL récepteur via PCSK9, hein. Ça, c'est une manip qui a été faite chez des souris en état de sepsis.
lorsqu'on injecte un inhibiteur PCSK9, on améliore la survie des souris et c'est associé à une diminution de la production de cytokines inflammatoires. Et également, dans une étude clinique, hein, le groupe de Wiley a pu montrer, en stratifiant des personnes qui sont en unité de soins intensifs en fonction des variants gain de fonction ou perte de fonction de PCSK9, qu'il y a une différence de survie. Perte de fonction, survie améliorée; gain de fonction, survie plus faible par rapport aux autres patients. Ça, c'était pour PCSK9. La PLTP aussi peut être une cible thérapeutique intéressante, hein. Ça, c'est un travail qui a juste été fait chez des souris, des modèles de souris d'endotoxémie, hein. L'injection de PLTP recombinante permet de récupérer une partie des souris et de les protéger contre une endotoxémie létale. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler de la CETP, hein, qui pourrait être également une cible thérapeutique contre le sepsis. Alors la CETP, contrairement à la PLTP, elle est incapable de transférer des LPS, mais elle a un effet indirect sur le sepsis et l'endotoxémie, hein. Des souris qui sont transgéniques PLTP ont une survie moins importante que des souris type sauvage lorsqu'elles reçoivent une dose létale de LPS. Et ça, ce serait un effet indirect dû à la quantité plus ou moins importante de lipoprotéines présentes dans la circulation. Plus il y a de lipoprotéines, plus les souris seraient protégées. Et on sait que la CETP, elle joue principalement sur les HDL. Et ça, c'est quelque chose qui a pu être vérifié chez l'homme, hein. De nouveau, là, ce sont des patients qui étaient en unité de soins intensifs et qui ont été stratifiés en fonction de la présence ou de l'absence d'un variant gain de fonction de la CETP. Et les personnes qui ont ce gain de fonction de CETP, eh bien, ont une réaction inflammatoire qui est plus importante, donc des patients qui ont une infection. Et l'effet en fait, inflammatoire et l'effet sur la survie seraient directement dépendants de la quantité de HDL circulante, qui est elle-même modulée par l'activité de la CETP. Donc, c'est ma dernière diapositive, hein. Quelles sont les cibles sur lesquelles on pourrait jouer pour améliorer la machinerie de détoxification des LPS, des endotoxines? Eh bien, la PLTP, hein, la première étape du transport réverse, mais également le LDL récepteur, soit de manière directe, soit via PCSK9. Et puis, on pourrait également jouer sur la quantité de HDL circulante, mais également sur leur qualité, sur leur fonctionnalité. Et ça, c'est quelque chose dont va vous parler Sébastien Tanaka tout de suite. Merci Thomas, merci beaucoup pour cet exposé. Je vais partager mon écran. Hop là, est-ce que vous avez mon écran? Oui. Oui, c'est bon, eh ben, allons-y. Je l'ai mis en plein écran. Ben, bonjour à tous. Merci beaucoup NSFA de m'avoir invité à ce webinaire parlant de lipoprotéines et d'inflammation. Je suis Sébastien Tanaka, je suis anesthésiste réanimateur. Je travaille à l'hôpital Bichat à Paris, dans le service dirigé par le professeur Philippe Montravers. Et également, je suis chercheur associé à l'UMR 1188 à Saint-Pierre de la Réunion, dirigé par donc Olivier Meillat, qui est effectivement dans l'avion actuellement pour la métropole. Alors, la partie qui suit, c'est 15-20 minutes, pas plus, sur infection bactérienne, choc septique, HDL thérapie. L'idée, c'est un peu de vous convaincre de la potentialité d'utiliser des HDL au cours du sepsis. Alors, Thomas a beaucoup parlé effectivement déjà des propriétés pléotropes, mais effectivement, si on prend nos HDL, de par leur fonction de transport inverse du cholestérol, confèrent une protection au cardiovasculaire, mais également, comme l'a dit Thomas, effectivement, tous ces effets pléotropes en lien évidemment avec leur lipidome et surtout leur protéome, leur confèrent une des propriétés extrêmement intéressantes en termes de vasoprotection, en termes d'endothéliaux-protection. Et ce qui se passe, c'est que effectivement, nos HDL protectrices, eh bien, malheureusement, en contexte d'inflammation, alors plutôt chronique, l'athérosclérose, le diabète, etc., on va avoir, comme vous savez, nos HDL qui vont devenir délétères, altérés et vont plutôt être pro-athérogènes et engendrer des processus plutôt néfastes pour notre endothélium. Et donc, l'idée de l'HDL thérapie est née quand même il y a 20-30 ans en disant, bah, écoutez, nos HDL elles sont dysfonctionnelles, on va aller en injecter des petits défonctionnels dans l'athérosclérose. Et donc, tout de suite, il y a eu une espèce d'engouement après l'étude de Nissen dans JAMA, comparant de la peau à Milano versus placebo. Et donc, dans cette petite étude un peu pilote, eh bien, il y a eu un effet positif. Le critère principal de jugement, c'était de l'imagerie, c'était le pourcentage d'hétéro, mais les patients traités
patients qui ont fait un infarctus traité par rapport à un avaient effectivement moindre pourcentage d'athérome coronarien. Et donc, suite à cela, un peu d'engouement des industriels, avec quand même des déceptions, puisque un certain nombre d'études, alors j'ai mis celle de Tardif que vous devez bien connaître, celle de Tardif dans le JAMA, utilisant cette fois-ci celle 1611, des HDL reconstituées humaines, et bien Tardif n'a pas montré d'effet positif de ce CSL 111 versus placebo. Une grosse étude, normalement, est terminée. On n'a pas de feedback de cette étude, mais elle devrait sortir. Elle tarde un petit peu. Une grosse étude multicentrique utilisant le CSL 112 qui a coûté des millions de dollars à la société, qui n'est pas sortie. On se pose un peu des questions sur à peu près les mêmes critères, voilà, qui est en cours, qui devrait sortir incessamment sous peu. Sauf que voilà, certains nombre d'auteurs, dont je fais partie, on se pose des questions, ils se disent, ben, est-ce que finalement nos HDL elles sont efficaces sur des lésions qui ont mis une dizaine d'années, une vingtaine, 30, 40 ans à se mettre en place? Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt mettre le curseur sur des pathologies où l'inflammation est beaucoup plus aiguë, en quelques heures à quelques jours, où les modifications se font très rapidement? Et donc, c'est le cas du sepsis, de la CEC, du CIR, c'est pathologie traumatique. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est un peu intéressé à ces HDL au cours du sepsis. Sauf que le sepsis, eh ben, c'est compliqué. C'est compliqué, ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens, c'est-à-dire que nous avons des réponses qui sont mal connues, des réponses qui sont d'un côté pro-inflammatoires, avec vraiment une réponse explosive, avec l'activation des leucocytes, du complément, des DAMS, etc., qui vont activer des TLR. Et puis, on a aussi cette réponse plutôt immunosuppressive, qui d'ailleurs se chevauche pas. Et donc, c'est extrêmement complexe de mener des études dans le sepsis, compte tenu de cette réponse de l'hôte qui est extrêmement complexe. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça se passe, toutes ces réactions se passent au niveau de la microcirculation, au niveau de l'endothélium microcirculation. Et donc, c'est pour ça qu'on pense un peu à nos HDL, parce que c'est à ce niveau-là qu'elles agissent. Alors, cette diapositive, je l'aime bien parce qu'elle est un peu indigeste, mais elle refait bien le reflet, elle reflète bien la complexité du sepsis, puisque là, vous avez sur cette diapo un peu tout ce qui a été testé depuis une trentaine d'années, euh, sauf si vous êtes believer des corticostéroïdes, rien ne marche dans le sepsis. Et donc, tout a été un peu testé, l'anti-LPS, la réponse de l'autre, la transition, les TLR, les cytokines, les récepteurs cytokines. Malheureusement, rien n'a vraiment marché. Et donc, peut-être que nos HDL, avec leurs effets pléotropes, que Thomas a bien décrit, avec les effets scavenger, le fameux effet sur les LPS, mais également des effets plus au niveau de la réponse de l'autre, peut-être que nos HDL pourraient avoir leur place. Alors, le constat qu'on a fait dans le sepsis, c'est des dysfonctions. Alors déjà, si on regarde de manière quantitative, le cholestérol en lien avec l'HDL, l'HDL cholestérol, on sait, et ça a été décrit depuis de nombreuses années, qu'il est effondré. Alors, il est effondré, vous avez cette étude de Chienne, par exemple, dans Critical Care Medicine en 2005, qui montre bien que lorsqu'on stratifie des patients septiques, des morts et des vivants, des survivants, on voit bien qu'il y a une différence au cours du temps, puisque les patients décédés ont des HDL cholestérol qui sont bien plus faibles que les autres, avec, dans leur étude, une stratification nette à 0,5 mmol par litre, qui va stratifier les morts des vivants. Nous avions dans une étude plus récente sceptiques, de patients sceptiques, 200 patients sceptiques. On avait regardé un peu au cours du temps, effectivement, l'évolution. La même chose, nous avions essayé également de recueillir les bilans lipidiques des patients en ville, par exemple, en dehors de tous événements infectieux. Et on se rendait compte, effectivement, lorsqu'on prend effectivement à gauche, que, eh bien, en arrivée en réanimation en sepsis, on voit bien que CHDL cholestérol, il est bas à J1, à J3, et tout doucement, lorsque le patient récupère DD, c'est discharge day, on voit bien que ça remonte sans jamais atteindre la valeur basale. Et puis pareil, à l'instar de l'étude de Chienne, on avait également stratifié les morts et les vivants avec un cutoff, à nous c'était à 0,4 millémol par litre. Nombreuses études ont été faites, et donc cette méta-analyse récente, 2023, de Hoffmanner, met bien en exergue effectivement qu'avoir des gels cholestérol bas à l'entrée en réanimation est associé à une surmortalité. Alors, pourquoi ça baisse? Alors ça, c'est une vraie question, mais je n'ai pas de réponse à vous donner, malheureusement.
Des hypothèses de travail, bien sûr, mais pas vraiment d'études dessus. Pourquoi dans le sepsis, c'est abaissé? Ben, parce qu'on a probablement de la consommation des particules de HDL, parce qu'on a des modifications majeures, on a des fuites capillaires. Et puis également, une hypothèse de travail, c'est que le foie travaille moins bien, et donc on va avoir une diminution de la synthèse hépatique des HDL, in fine, qui va augmenter l'expression de SRB1 et augmenter la clairance des HDL. Donc, encore une fois, pas d'étude, enfin, à ma connaissance, n'a été faite là-dessus. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on compare, on aime bien comparer les pathologies entre elles. Eh bien, par exemple, au cours en réanimation, on a des patients septiques, mais également des patients traumatisés graves. Et on sait que les patients traumatisés graves se comportent un petit peu comme du sepsis-like. Et donc, dans ce travail, nous avions comparé des patients septiques versus des patients traumatisés. Et dans ce travail, les patients étaient comparables, hormis l'âge, puisque, comme vous savez, les traumatisés sont un peu plus jeunes que les septiques. Nous avions ajusté sur l'âge, et dans ce travail, nous avions montré, par exemple, que eh bien, lorsqu'on comparait les polytraumatisés et les septiques, les polytraumatisés avaient des HDL moins bas que les autres. Le HDL cholestérol était plus bas chez les patients septiques que les autres. Également, on compare avec d'autres pathologies de réanimation. Là, il s'agit de patients qui ont besoin d'ECMO, donc de circulation extracorporelle pour une défaillance cardiaque ou une défaillance respiratoire. Et bien, dans ce travail, nous avions par exemple regardé au cours du temps comment se comportaient nos HDL cholestérol. Et on voyait très bien qu'ils étaient bas à la prise en charge initiale. Et puis, au cours du temps, lorsque le patient s'améliorait, il augmentait. Néanmoins, comparativement avec le sepsis, nous n'avions pas réussi à stratifier, en fonction de si le patient était vivant ou mort après son séjour en réanimation. Par contre, ce qui était assez intéressant, c'est que lorsqu'on regardait dans la cohorte de patients ayant une ECMO, ceux qui avaient en plus un sepsis bactérien, eh bien là aussi, on pouvait les stratifier. Donc, on voyait bien que ceux qui avaient un sepsis bactérien avaient du HDL cholestérol plus bas que les autres. Donc, il y a quelque chose qui se passe bien spécifiquement au niveau des sepsis bactériens par rapport aux autres. Alors ça, c'était l'aspect plutôt quantitatif, mais également l'aspect qualitatif est intéressant, puisque eh bien, nos HDL, eh bien, elles vont se modifier, à l'instar de ce qui a été décrit un petit peu dans l'athérosclérose. Eh bien, on sait qu'en conditions septiques, elles vont se modifier. Vous avez, alors ça n'est pas du sepsis, c'est dans cette étude de la RMORA, c'est plutôt des volontaires sains chez qui on avait du LPS. Eh bien, lorsque on comparait, alors c'est de l'électrophorèse, mais aussi du NMR, donc on avait quand même dans ce travail l'impression que l'injection de LPS avait pour conséquence une modification de la taille des HDL, avec davantage de HDL de grande taille et moins de HDL de petite taille, sachant qu'on sait très bien que les plus fonctionnelles sont les plus petites. Également, sur votre droite, après l'injection de LPS, les patients avaient une capacité de flux qui était moindre. Nous avions, en réanimation, comparé des patients septiques et des patients non septiques, voilà, et nous avions, après séparé les HDL, nous avions séparé les HDL, isolé les HDL, pardon, on les avait séparés en fonction de leur taille, excusez-moi. Et donc, dans ce travail, on regardait à J1, à J2 et à J7, et on voyait qu'à J1, à J2, eh bien, les patients septiques, lorsqu'on compare avec les patients non septiques, avaient davantage de particules de HDL larges, comparativement aux autres patients non septiques. Pareil à J2. Et lorsque, effectivement, les patients s'amélioraient, on n'avait pas de différence à J7. Un autre travail, cette fois-ci, d'une équipe brésilienne, qui a comparé des patients septiques versus des patients, des volontaires sains, pardon. Et donc, en faisant de la spectrométrie de masse, ils ont montré qu'il y avait des grosses modifications avec davantage une diminution de certaines apolipoprotéines, une diminution importante de certaines protéines en lien avec ces HDL antioxydantes au profit de protéines pro-inflammatoires, et il y avait une variation encore plus importante en fonction du statut vivant versus décédé. Donc quand même des modifications structurales assez intéressantes qui ont été enregistrées chez les patients septiques. Et donc, pourquoi HDL-thérapie? Eh bien, on a à la fois HDL cholestérol effondré, nos particules de HDL qui sont dysfonctionnelles. Eh bien, comme pour l'athérosclérose, essayons d'en administrer. On commence bien évidemment chez l'animal, et donc on a pléthore d'études.
alors qui utilisent des mimétiques peptides, d'HDL reconstituées humaines, recombinantes, etc. Et donc, toutes ces études, globalement, beaucoup d'études ont montré des effets extrêmement intéressants, positifs chez l'animal. Nous avions par exemple, nous, sur 3 modèles de sepsis chez la souris, de la ligature sécale perforation, de l'injection intraveineuse de bactéries, mais également de la pneumonie, eh bien, nous avions montré des effets extrêmement intéressants. Alors, nous avions utilisé à l'époque du CSL 111. Eh bien, en ajoutant du CSL 111 à nos souris, il y avait une mortalité qui était moindre. Nous avions, en compte bactérien, nous avions fait des broyats de tissus et donc, bon, il y avait moins de bactéries, en particulier au niveau du foie et au niveau des poumons. Également au niveau du poumon, en termes d'histologie, moindre destruction parenchymateuse et moins d'infiltration cellulaire. En immunomarquage également, on a l'impression qu'on avait quand même, chez les souris traitées par CSL 111, moins d'infiltration macrophagique, etc. Et puis, à visée mécanistique, un peu comme l'étude de Thomas là, on avait fait un peu d'imagerie par scintigraphie. Nous avions marqué des bactéries à l'indium que nous avions injecté à des souris en intrapéritonéal. Ces souris étaient soit exposées à du sérum physiologique, soit par du CSL 111. Et donc, on avait constaté que les souris traitées par CSL 111, on avait une diffusion intrapéritonale qui se localisait davantage au niveau de la vésicule biliaire, qui pourrait être le reflet effectivement de la fameuse effet captation des LPS de bactéries par nos HDL. Donc ça, encore une fois, petits effectifs de souris, mais sous le plan de mécanistique, c'est tout à fait intéressant. Donc, ça, c'est chez la souris, chez le cochon et chez l'animal et chez l'homme. Parce que finalement, je suis avant tout un clinicien et ce qui m'intéresse, c'est d'injecter ça chez l'homme. Et ben, chez l'homme, le problème, c'est que, ceux qui font la pluie et le beau temps, c'est bien évidemment l'industrie pharmaceutique et donc plutôt réticents. Et donc, alors, Apoin Milano, c'est compliqué. CSL 112 Behring, ils sont à fond dans leur étude qui a coûté 10 millions de dollars dans l'athérosclérose et donc le sepsis, c'est aucun intérêt. Euh, et les seules boîtes anciennement Sérénis Avionics Pharma, qui est toulousaine, qui s'y intéressent depuis peu avec leur CER 001. Et donc, Avionics, là, il y a une étude qui est sortie il y a 2 semaines, 3 semaines, 2 semaines. C'est une étude italienne de Bari, à la fois une étude animale, ils ont injecté donc, du CR01 chez des cochons. Je n'ai pas mis les études ici, mais des effets positifs, à l'instar des autres études qui ont été démontrées juste avant. Et donc, dans ce travail, qui est une étude de phase 2A, donc c'est 20 malades. Donc, voilà, il faut être très circonspect, mais 20 malades. Cette étude 2A, ils ont montré des effets assez intéressants. Ils ont injecté chez des patients septiques, alors essentiellement des sepsis intra-abdominales et des sepsis urinaires. Ils ont injecté soit 5 mg kg, 10 mg kg, 20 mg kg de CR001 versus standard of care. Et donc, le résultat intéressant, important, puisque c'est une phase 2A, c'est qu'il n'y avait pas d'effet indésirable, hormis une hypertriglycéridémie transitoire, surtout chez les patients qui ont eu 20 mg kg de CR001. Mais sinon, si on regarde sur votre droite, vous voyez que, eh bien, lorsqu'on compare effectivement les patients qui ont reçu le CR01, il y avait sur certains marqueurs comme le LPS, certaines cytokines, des effets extrêmement intéressants et significatifs. Encore une fois, N égale 20 malades, il faut prendre ça avec des pincettes, mais des effets sur cette étude pilote qui sont assez intéressants sur les marqueurs de l'inflammation. Également, sur l'aspect clinique, alors c'était NS, mais il n'y avait pas de différence sur les différents paramètres cliniques. Également, sur les Kaplan-Meier, sur la mortalité, il n'y avait pas de différence non plus. Peut-être quand même un peu moins d'insuffisance rénale aiguë CADIGO 3 chez les patients, enfin moins, il y a une évolution plutôt favorable sur le plan rénal chez les patients qui ont eu le CR001. Et puis sur effectivement la tolérance, pas de différence sur notamment la cytolyse chez les patients traités par CER01 versus placebo. Encore une fois, il faut être très, très circonspect, mais quand même, cette étude récente a fait naître quand même des ambitions à la société et à des réanimateurs, si bien que la société est en train de s'organiser, en train de travailler à l'élaboration d'un essai de phase 3, dont on fera sûrement partie avec certaines équipes italiennes et américaines,
Donc, voilà, il y a des choses qui se passent. Je pense qu'il va falloir suivre avec attention ce qui va se passer dans les prochaines semaines à mois. Faut juste savoir que c'est quand même une niche, hein, les réanimateurs qui s'intéressent aux lipides et aux lipoprotéines, c'est quand même il y a peu de personnes qui s'y intéressent et donc on se regroupe et donc il y a pas mal de travaux qui vont naître à la fois précliniques, mais aussi cliniques. Alors, d'un peu partout, là, j'ai oublié nos collègues de Los Angeles qui nous ont rejoints, mais voilà, pour à la fois faire du préclinique, mais également tester, notamment, le 4F ou voilà, des thérapies, par les HDL. Voilà, donc j'ai fini ma partie, purement sepsis bactérien et donc je vais laisser la parole, à Maxime. Merci Sébastien. Donc, je vais mettre mon diapo. Tac, tac. Hop, vous voyez bien le diapo là? C'est bon, Sébastien? Attends, moi je vois pas, mais c'est ma faute peut-être ça. Peut-être pas partagé. Hop. C'est bon, Ah, attends, c'était bon, là ça a disparu, mais yes. c'est bon là, vous voyez? Ok, Ouais, très parfait. bien. Bon, eh bien, hop. Parfait. Donc, bah, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Maxime Nguyen. Je travaille donc à Dijon. Je suis aussi médecin anesthésiste réanimateur. Donc, je travaille au CHU de Dijon. Puis, je travaille avec Thomas Gauthier également, dans l'équipe INSERM UMR 1231. Je remercie bien sûr la NSFA de m'avoir invité dans ce séminaire lipoprotéines et inflammation aiguë. Et donc, ben là, voilà, il est 18h15. C'est l'heure parfaite pour parler de l'altération de la fonction barrière intestinale et donc du rôle des lipoprotéines dans tout ça. Voici rapidement les conflits d'intérêts. Hop. Et donc voilà, donc ici, voilà ce qu'on voit. Ici, le diapo elle passe bien, j'ai l'impression qu'elle passe pas bien aussi. Non, moi je Non, vois on pas voit moi. pas. Ouais. Je vois pas, ouais. Tu as bien partagé ton écran là? Ouais, Ah oui, c'est c'est bon bon. là. Ah ouais, ça met du temps à tourner en fait. Voilà, ok. C'est bon. Donc voilà la fonction barrière. Et donc, comme vous le savez, en physiologie, euh, dans notre tube digestif, il contient une quantité importante de bactéries à gram négatives. Et donc, une des fonctions de l'intestin, eh ben, ça va être de tenir ces bactéries séparées du milieu intérieur et puis des vaisseaux. Euh, et donc, de les tenir séparées du milieu intérieur et puis des vaisseaux. Et donc, ben, pour ça, c'est ce qu'on voit sur la partie gauche de cette diapositive. Il y a plusieurs mécanismes qui permettent ben, à l'intestin d'exercer sa fonction barrière et donc de séparer ces micro-organismes du milieu intérieur. Donc, il y a les facteurs antimicrobiens, il y a la barrière de mucus, et puis ben, il y a les cellules endothéliales en elles-mêmes, avec des déjonctions serrées qui sont imperméables et qui empêchent le passage de tous ces composés qui sont contenus dans la lumière gastro-intestinale. Après, on a des situations pathologiques, et là, on est sur la droite de la diapositive, où on a une rupture de ces mécanismes protecteurs, et donc une perte de l'intégrité de la barrière digestive. Et donc là, on est dans ce qu'on appelle la perte de la fonction barrière. On a les composés qui sont contenus à l'intérieur de la lumière digestive qui passent dans la circulation sanguine. Et donc là, on parle de translocation. On peut avoir soit des bactéries entières qui passent, soit simplement des morceaux de bactéries qui sont contenus dans la lumière. Donc voilà le patient de réanimation. Donc, le patient de réanimation, et puis il est soumis à des agressions. Le plus souvent, il est admis pour des pathologies sévères, et donc il est soumis à plein de facteurs d'agression. Et donc nous, voilà un peu comment on voit l'évolution des organes de notre patient à la phase aiguë. Le patient, il est soumis à plusieurs facteurs d'agression. Quand ces facteurs ils s'accumulent, et ben, l'organe il va développer des lésions. Et puis ben, quand l'organe il a trop de lésions, et bien il va plus être capable d'assurer sa fonction. Donc, on parle d'organe failure, on est sur la droite. Si on applique si on applique ces concepts au tube digestif, et ben voilà ce qu'il en ressort. Et donc, je vous ai mis cette diapositive, effectivement, qui est issue d'une revue assez récente, qui cherchait à définir la dysfonction gastro-intestinale. Et donc, comme vous voyez, elle est compliquée. Donc, j'ai volontairement mis cette diapositive compliquée. Tout ça pour dire que effectivement, comme le tube digestif, c'est pas aussi simple, c'est un organe qui est complexe. Il exerce de nombreuses fonctions, et donc comme il exerce de nombreuses fonctions, mais à définir sa dysfonction, c'est pas facile. Surtout qu'on peut avoir les choses, elles peuvent dysfonctionner un peu de manière pas forcément tout en même temps. Et donc c'est ce qu'on voit là. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'au milieu
on a la translocation bactérienne, donc la perte de la fonction barrière, donc ça appartient, donc effectivement, c'est un des mécanismes protecteurs qui est perdu au cours de l'agression. Et donc, si on se recentre sur la fonction barrière, on part sur la gauche de l'agression, et donc on a nos facteurs d'agression, on va développer des lésions, on va perdre la fonction barrière, et puis on va avoir ensuite sur la droite une translocation, soit de bactéries entières, ou soit simplement de signaux de danger. Donc, on va commencer par la gauche de la diapositive et par l'agression. Et donc, l'agression en réanimation, eh bien, c'est l'ischémie-reperfusion, principalement. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en réanimation, on a un certain nombre de pathologies, notamment les insuffisances circulatoires aiguës, qui vont faire que notre tube digestif, il va plus recevoir suffisamment de sang pour assurer donc ses besoins en oxygène. Et donc, eh bien, il va avoir une souffrance qu'on appelle ischémique, puisqu'il va manquer d'oxygène. Et donc ça va générer une souffrance de l'organe et puis des lésions d'organes. Ensuite, nous, notre patient, on va le réanimer. Et donc, on va essayer de restaurer la perforation de l'ensemble de son organisme et donc du tube digestif. Et donc, en restaurant cette perfusion, eh bien, on va avoir le sang qui va recirculer dans l'intestin. Donc, ça va être la reperfusion. Et donc, ça, c'est véritablement le deuxième moment de l'agression. Et c'est pour ça qu'on parle de l'agression à la phase d'ischémie, mais aussi à la phase de reperfusion, puisqu'on va avoir une production, effectivement, de dérivés, d'espèces dérivés de l'oxygène assez importante qui va créer une deuxième vague de lésions. Et lorsque ces lésions elles vont être importantes, eh bien, on va avoir la perte de la fonction barrière et puis donc le passage du contenu endoluminal qui va effectivement faire une troisième agression. Donc, ce concept d'ischémie-reperfusion, il est pas récent. Comme vous le voyez sur cette diapo, il remonte de l'époque où on faisait encore les figures à la main. Et donc, c'est un concept qui vient de la chirurgie vasculaire, puisqu'en fait, c'est assez simple. En chirurgie vasculaire, eh bien, si pour opérer, vous clampez l'aorte, donc si vous clampez l'aorte au-dessus des artères digestives, vous créez une ischémie du tube digestif, et puis ensuite, vous déclampez, et donc vous avez un phénomène de reperfusion. Et donc, c'est ce qu'on voit là. Quand on fait cette manœuvre d'ischémie-reperfusion, on voit qu'on a effectivement les taux d'endotoxine plasmatique qui montent. Voilà, je vous montre encore une diapositive historique qui porte sur les patients de chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle. Alors pourquoi? Parce que c'est un modèle d'ischémie-reperfusion digestive. En effet, les patients de chirurgie cardiaque, le chirurgien pour opérer le cœur, eh bien, des fois, il a besoin qu'on arrête le cœur. Et donc, le flux sanguin, il est plus assuré par le cœur, mais il est assuré par une pompe qu'on appelle la circulation extracorporelle. Et donc, chez ces patients, on sait que durant la phase de circulation extracorporelle, le tube digestif, il est moins bien perfusé. Puis ensuite, effectivement, quand on reprend la circulation entérograde par le cœur, eh bien, on a un phénomène de reperfusion. Et donc, c'est ce qu'on voit sur cette diapositive. On voit bien que l'ischémie-reperfusion ici, donc c'est là ce qu'on voit, c'est l'absorption d'une macromolécule marquée. Eh bien, on voit effectivement que la reperfusion, elle augmente la perméabilité digestive et puis elle augmente et également donc la translocation d'endotoxine. Donc, dans ce travail plus récent, on s'était intéressé, pareil, à une cohorte de chirurgie cardiaque. On avait dosé le LPS de manière quantitative dans le plasma, donc à la fin de la CEC. Donc, on avait montré effectivement que quand on mesure le LPS à la fin de la CEC, il est associé ici à l'inflammation, à la réponse inflammatoire, et puis il est aussi ici associé à la survenue de complications post-opératoires. Alors, si on regarde ce qui se passe sur le patient de réanimation, donc dans un premier temps, là, on regarde pas la fonction digestive, on regarde la lésion, donc on est avant la dysfonction. Et donc ici, là, ce que les auteurs ils ont mesuré, c'est l'IFABP. Donc l'IFABP, c'est un biomarqueur de souffrance intestinale. Voilà. Quand on a une souffrance intestinale, quand on a une nécrose entérocytaire, il y a l'IFABP qui est relargué dans la circulation, et donc le taux augmente, ça marque la souffrance entérocytaire. Et donc tout ça pour montrer qu'effectivement, chez le patient de réanimation, la souffrance digestive, elle est intimement liée à l'hypoperfusion, puisque c'est associé là au taux de lactate, comme vous voyez, et puis à l'administration d'amine. Et donc, au-delà de la souffrance, et donc là, on est véritablement sur la fonction dans ce travail donc de l'équipe. On avait mesuré, donc là, c'est le LPS par une méthode quantitative, par spectrométrie de masse. Eh bien, effectivement, on voit que les patients qui transloquent, c'est les patients qui sont principalement, là, c'est les patients qui sont en état de choc. C'est les seuls qui transloquent plus par rapport aux autres de manière significative. Et donc, effectivement, on est encore dans le phénomène d'ischémie-reperfusion. Alors, maintenant qu'on a vu qu'est-ce qui fait transloquer les patients, et bien, quelles sont les conséquences de la translocation? Et donc, on va se passer là sur la partie droite de la diapositive.
Donc voilà ce qui se passe une fois que soit les bactéries entières, soit les signaux de danger bactériens passent dans le sang. Et donc l'infection, elle commence ici en haut à gauche, et donc la bactérie, elle va exprimer ici des signaux de danger qu'on appelle les PAMPs, les Pathogen Associated Molecular Patterns, qui vont être connus par vos cellules immunitaires, par des récepteurs spécifiques. Vous allez avoir une interaction. Et puis la cellule immunitaire, elle va développer une réponse immunitaire qui va être indispensable à votre organisme pour lutter contre l'infection, et donc qui va permettre, quand elle est équilibrée, elle va permettre effectivement la guérison en éliminant le pathogène. Donc ça, c'est important, c'est que la réponse immunitaire, elle est indispensable. Par contre, dans un certain nombre de cas, effectivement, la réponse immunitaire va être dérégulée, donc soit sur le versant pro-inflammatoire, soit sur le versant anti-inflammatoire. Et là, on va développer des défaillances d'organes, et on va rentrer, à partir du moment où on développe des défaillances d'organes, dans la définition du sepsis, et on va augmenter sa probabilité de décès. Ça, c'est des bactéries entières. Par contre, si on a juste des morceaux de bactéries, juste des signaux de danger qui transloquent, et dans ce cas-là, c'est un tout petit peu différent, dans le sens où le système immunitaire, il a plus sa fonction de lutte contre le pathogène, puisqu'il n'y a pas véritablement de pathogène dans le sang. Donc, quand on regarde les conséquences de tout ça, eh bien, c'est assez simple. Quand on a cette diapo, elle est assez simple. Ce qu'elle dit, c'est que quand on a plus de LPS dans le sang, eh ben, on meurt plus. Sur la gauche, c'est la population de réa un petit peu tout venante, là, qu'on avait montré avant. Et donc, on voit effectivement que les quartiles élevés, là, de LPS, ils meurent plus. Et puis là, c'est une cohorte de choc septique avec péritonite. Et donc, on voit effectivement que quand on a plus de LPS, ici, là, on meurt plus, indépendamment, dans son score SAPS-2, c'est un score de gravité à l'admission. Et donc, on se retrouve dans ce schéma, au final, assez simple, hein, dans un cercle vicieux où, effectivement, on a une agression qui crée une lésion du tube digestif, qui va entraîner, lorsqu'elle est tendue, une perte de la fonction barrière, qui va activer l'inflammation. Et puis, cette activation de l'inflammation, ça va être un nouveau facteur d'agression. Et donc, effectivement, l'objectif de notre prise en charge en tant qu'animateur, ça va être de sortir de ce cercle vicieux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme possibilité et puis comme perspective actuellement? Eh ben, on n'a pas grand-chose. Donc, ce qu'on peut faire, déjà, c'est essayer de limiter l'agression, hein, donc traiter la pathologie du patient, essayer d'optimiser la perfusion du patient, ça, c'est ce qu'on fait. Puis, c'est des mécanismes, voilà, de protection un peu généraux des organes qu'on utilise en réanimation. Et puis ensuite, effectivement, on a peut-être des traitements un peu plus spécifiques. On peut peut-être agir sur le microbiome, sur effectivement la détoxification des LPS, ou alors après, plus en amont, avec des inhibiteurs spécifiques de la voie TLR4. Donc là, on pourrait agir aussi. Donc là, on va principalement, voilà, dans le cadre de ce webinaire, se concentrer quand même sur la détoxification endogène pour parler un petit peu de lipoprotéines. Simplement, pour dire que la première chose, c'est que réduire l'agression, la prise en charge symptomatique de l'état de choc, comme je vous l'ai dit. Puis on a peut-être des petits mécanismes également qui peuvent aider, mais c'est pas grand-chose. Peut-être effectivement que de jouer sur la congestion du tube digestif, donc sur la congestion du patient, ça peut permettre aussi d'améliorer un petit peu la fonction barrière. Là, c'est voilà des données de cardiologistes, des patients avec une insuffisance cardiaque décompensée, et donc on recompense sur la droite, notamment par administration diurétique. Et donc on voit effectivement que globalement les patients, ils transloquent moins, voilà, une fois qu'on les a récompensés. Donc peut-être que ça, ce serait extrapolable à nos patients de réanimation qui sont souvent en surcharge. Dans les autres mécanismes qui peuvent nous aider, c'est la nutrition entérale, l'administration de nutrition entérale. Et donc là, ce qu'on regarde, c'est les résultats d'une analyse post-hoc de l'essai Nutri-Rea2. Donc c'est un essai où les patients, ils avaient été randomisés à recevoir soit de la nutrition entérale, soit de la nutrition parentérale. Et donc là, ce qui a été dosé, c'est la citrulline dans cet essai ancillaire. Donc la citrulline, ça reflète la masse de vos entérocytes. Et donc on voit effectivement peut-être que quand on administre de la nutrition entérale, on a une restauration un peu plus précoce de la masse entérocytaire. Voilà, probablement qu'on peut aussi agir un peu sur la dysbiose, c'est pareil. On a un niveau de preuve, pour l'instant en tout cas, un niveau de preuve qui est très... En tout cas, c'est pas des choses qui sont encore en pratique actuellement. Bon, on a des outils pour agir sur la dysbiose, et puis c'est effectivement assez élégant, assez straightforward de se dire qu'effectivement, si on modifie le contenu du microbiote, on modifie ce qui transloque. Et puis donc, comme on modifie qualitativement ce qui transloque, peut-être qu'on modifie l'activation de l'inflammation. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de données pour l'instant. Et donc, on va regarder un traitement spécifique qui ferait les lipoprotéines. Et donc,
si on veut traiter les patients qui se transloquent par lipoprotéines, je pense que vous l'avez compris à partir des deux topos précédents, eh bien, c'est parce que les lipoprotéines, elles permettent d'inactiver et puis d'éliminer les toxines bactériennes qui, à partir du moment où elles sont dans le sang. Donc, nous, voilà, on est dans la situation pathologique où les toxines, elles sont passées dans le sang et puis, schématiquement, schématiquement, elles vont aller activer l'inflammation et c'est ça qui va être responsable des effets néfastes des endotoxines. Et puis, il y a la voie alternative, le transport inverse des LPS, qui vous a été présenté par Thomas au début, où effectivement, on a la PLTP qui transfère les LPS dans les HDL. Donc ça permet de les inactiver. Et puis ça favorise leur élimination. Donc, ce phénomène, il est d'autant plus important pour la translocation du fait de la localisation du tube digestif. Effectivement, le tube digestif, c'est un organe qui est intra-abdominal et donc il y a une particularité de la circulation intra-abdominale, c'est que la circulation intra-abdominale, elle va se drainer par la veine porte et donc elle va traverser le foie une première fois avant d'atteindre l'organisme. Et donc, c'est un phénomène qui est assez connu par les pharmacologues, puisqu'effectivement, effectivement, dans le cadre de la prise en charge des médicaments par voie orale, eh bien, on a une première élimination du contenu de la veine porte lors du premier passage hépatique. Et donc, on avait montré dans ce travail, effectivement, que le premier passage hépatique pour le LPS, d'origine intra-abdominale, c'était des infections intrapéritonéales, ça permettait de diminuer d'à peu près 50% le taux de LPS circulant. Et donc, on avait montré que ça, c'était intimement lié au transport inverse des LPS, puisque c'était dépendant de la PLTP, qui est l'étape initiale, et puis c'était également dépendant des lipoprotéines, et donc tous les composants du transport inverse sont là. Alors, la deuxième raison pour laquelle c'est particulièrement intéressant de s'intéresser aux lipoprotéines chez le patient de réanimation, à sa supplémentation, et ben, c'est effectivement que chez le patient agressé, on va avoir, comme ça vous a été montré précédemment, une baisse des taux de lipoprotéines, et donc, ça peut laisser penser, donc on a une baisse à la fois qualitative et puis quantitative, et puis également des modifications qualitatives des lipoprotéines, et donc, ça peut laisser penser que le transport inverse des lipopolysaccharides, il fonctionne moins bien chez le patient agressé. Donc ça, c'est l'agression septique, ça vous a été montré dans le topo précédent, mais aussi au cours de l'agression stérile. Et donc là, c'est des patients qui ont reçu une simple dose de LPS, et donc on voit qu'ils ont déjà des modifications quantitatives des lipoprotéines et puis des modifications de l'activité des protéines de transfert. Dans un autre modèle d'inflammation stérile, ça c'est les patients de chirurgie cardiaque sous CEC. Et bien voilà, là c'est un ancien travail de l'équipe où également on voit que dans les suites de l'agression stérile causée par la CEC, on a une baisse des taux de cholestérol circulant. Et donc ce qui avait été montré, c'est que le cholestérol initial, là, avant la CEC, et bien quand il est bas, c'est un facteur de risque de développer des infections post-opératoires. Dans ce travail plus récent sur le cholestérol, sur effectivement les lipoprotéines et la CEC, on avait montré également, donc c'est concordant avec les résultats précédents, on avait montré effectivement que les taux de HDL cholestérol bas, que les taux de LDL cholestérol bas et que les taux de triglycérides élevés étaient associés aux complications post-opératoires. Et donc voilà, on a un rationnel finalement assez fort pour travailler sur le transport inverse des LPS au cours de la translocation digestive. Donc effectivement, le LPS, c'est un composé qui est pathogène. On sait que chez le patient agressé, il peut passer la barrière intestinale donc qui est altérée. Et donc voilà, on sait qu'en plus ensuite, on sait que le transport inverse des LPS, donc qui est le principal mécanisme protecteur, il est aussi altéré chez ces patients. Et donc, on se dit qu'il va y avoir une redistribution, une facilitation voilà, de la voie pro-inflammatoire en haut. Donc, effectivement, ce qu'on dit, c'est que si on arrive à favoriser le transport inverse des LPS, on va réussir à aller là plutôt du côté vert, plutôt sur la résolution de l'inflammation et donc améliorer nos patients. Donc, pour l'instant, on a des résultats d'études animales, voilà, donc les résultats qui ont été présentés précédemment par Sébastien. Et effectivement, on voit que chez les animaux sceptiques, quand on les substitue en HDL recombinante, on améliore leur survie.
Et également ce papier de l'équipe qui avait montré que si on les substitue en PLTP recombinante, on améliore aussi la survie. Donc les deux composantes fonctionnent, en tout cas chez l'animal. Et puis comme ça vous était montré précédemment, on a un début de données humaines, des données vraiment très préliminaires, puisqu'il y a 20 patients, hein, donc il y a un groupe de 5 et puis un groupe de 15. Effectivement, on voit que chez ces patients, donc c'est des patients septiques avec un sepsis urinaire ou digestif, eh bien, on voit effectivement que quand on les supplémente en HDL, eh bien, on arrive à diminuer ici les taux de LPS et puis on diminue également les conséquences inflammatoires. Donc voilà, c'est des données préliminaires, faut rester prudent. Et voilà à peu près où on en est. Voilà, pour conclure, effectivement, donc voilà, on voit qu'on en est encore à la phase assez préliminaire. Effectivement, probablement que le traitement par HDL dans la translocation digestive, ça s'inscrit dans le cadre de la médecine personnalisée, vraiment donner le bon traitement au bon patient. Et donc voilà, on voit qu'il y a encore pas mal d'étapes à franchir avant de pouvoir véritablement traiter le patient. La première chose, c'est d'identifier clairement la population, puisque effectivement, on dit les patients qui transloquent, mais en pratique, c'est pas si simple que ça de savoir quel patient transloque et quel patient transloque pas, puisqu'on n'a pas de biomarqueur vraiment fiable de la fonction barrière. Donc ça serait éventuellement une première étape, identifier les patients qui transloquent. Peut-être que la population cible, c'est aussi ceux qui ont une altération des HDL, puisqu'effectivement, je vous ai montré au cours du topo que les patients de réanimation, ils avaient une baisse de leur HDL, mais ça affecte bien sûr pas tous les patients. Il y a une variabilité interindividuelle et peut-être que ceux qui ont une altération de leur taux de lipoprotéines circulante, c'est une cible particulièrement intéressante. Après, il faut identifier le traitement. Alors, la PLTP, pourquoi pas? En tout cas, là, le HDL, il a l'air plus avancé, il a l'air d'avoir plus de données précliniques, donc ça peut être aussi une option intéressante. Et puis, le dernier point sera probablement d'adapter à la réponse immune. Et ça, on sait que c'est extrêmement variable entre les patients qui ont un sepsis. Et donc ça, c'est peut-être aussi un challenge très important. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Maxime. On va peut-être passer à quelques questions rapides s'il y a des gens qui ont des questions. Je ne vois pas les mains levées. Dans ce cas-là, on va peut-être enchaîner avec la toute dernière partie qui est beaucoup plus rapide, hein, sur Covid-19. Sébastien? Oui, on va enchaîner, et puis après, comme ça, on fera une discussion un peu commune. Alors, on est Covid-19. Covid-19, alors, partager l'écran. Covid-19, partager. Est-ce que vous avez mon écran? Oui, c'est tout bon. C'est tout bon. Oui, très court, hein, 5 minutes. 5 minutes. Covid-19, comme beaucoup de réanimations de France, de Navarre et de partout, on a bossé sur le Covid, la Covid. Et donc, on a pu faire un peu d'études. Bon, les tout premiers qui ont fait des études, c'est bien évidemment nos collègues chinois de Weihans, qui, dans cette étude, par exemple, rétrospective sur 600 malades, avaient bien montré que les patients les plus sévères, c'est-à-dire les patients de réanimation de soins critiques, avaient du HDL cholestérol qui était plus bas que les autres. Nous avions, nous, dans cette étude, nous avions regardé un peu dans le temps, un peu comment ça se passait, ces concentrations de lipoprotéines, d'HDL cholestérol, pardon. Et donc, on voyait effectivement que c'était plus bas lorsqu'on arrivait en réanimation pour un Covid-19 grave, et qu'au cours du temps, eh bien, on avait globalement une amélioration une augmentation de cette augmentation de concentration d'HDL cholestérol. Par contre, contrairement à ce qu'on a beaucoup décrit dans le sepsis bactérien, eh bien, aucune stratification en fonction du caractère décédé ou vivant du patient. On n'avait pas stratifié les patients entre les morts et les vivants. Par contre, encore une fois, nos patients Covid-19 avaient avaient de temps en temps une surinfection bactérienne, notamment de la pneumonie acquise sous ventilation mécanique. Et lorsqu'on regardait ces malades-là spécifiquement, eh bien, on pouvait les stratifier. Donc, il y a quand même un effet plus stratifiant du sepsis bactérien par rapport à la Covid-19.
Alors, ce qu'on avait pu également faire au cours de la Covid, c'est qu'on avait pu isoler un peu des HDL de patients Covid-19. Et donc, dans cette petite étude, on avait pu regarder un petit peu, savoir un peu si ces HDL, si protectrices, est-ce qu'elles étaient encore protectrices en contexte Covid? Eh bien, lorsqu'on stimulait des signaux d'HDL par du TNF-alpha, eh bien, et qu'on mettait on co-incubait avec des HDL qu'on avait isolés, soit des sujets sains, des sujets contrôle, versus des sujets Covid-19. Et bien, on voyait bien dans la figure B que lorsqu'on co-incubait avec des HDL de sujets Covid-19, on voyait bien cette perte effectivement de cette protection, alors que lorsqu'on mettait effectivement des HDL de sujets contrôle, on restaurait une protection endothéliale. Également sur ce qui était la détection effectivement d'ADN apoptotique, eh bien, on avait également les mêmes résultats, c'est-à-dire que les cellules qui étaient co-incubées avec des HDL de sujets Covid avaient davantage d'apoptose que les cellules co-incubées avec des HDL de sujets contrôle. Alors, d'autres études, alors vous avez ici un travail de l'équipe de Alain Rémallet chez des patients spécifiques de réanimation, et donc qui avait effectivement, un MR avait regardé un petit peu la taille de nos particules de HDL, et donc il avait constaté un peu ce qui était constaté dans le sepsis bactérien, à savoir moindre proportion de HDL de petite taille versus les autres sous-fractions d'HDL dans ce travail. Nous avions également, alors ça c'était du plasma, dans du plasma, toujours de patients Covid, plus d'une centaine de patients Covid. On avait regardé un petit peu avec Florent Bègue, doctorant dans le laboratoire, on avait un peu regardé les différences polyprotéines plasmatiques. Et donc, on avait mis en évidence un certain nombre de différences avec une diminution assez importante. Alors, ça fait un peu catalogue, mais globalement, effectivement, on avait, chez les patients Covid-19 par rapport au contrôle, une diminution d'un certain nombre d'apolipoprotéines. Et là, on est en train de travailler, un travail qui va être soumis, où on stratifie effectivement les patients morts des patients survivants. Et là aussi, il y a des différences entre les différentes hypoprotéines. Voilà, et puis pour l'aspect, encore une fois, translationnel, nous avions, lors de la troisième phase de Covid-19, nous avions eu l'occasion d'injecter des HDL, donc de la société Avionics de CR01, à titre compassionnel. La NSM nous avait accordé une ATU chez une patiente extrêmement sévère, Covid-19, qui était sous oxygénothérapie à haut débit et ventilation non invasive, qui avait reçu ce qui était courant à l'époque, de la dexaméthasone. Et puis, nous avions administré les CR001 les 3 premiers jours, à 15 mg kilo. On avait arrêté d'injecter à 3 jours, et puis à J5, elle s'était dégradée. On avait dû l'intuber. Elle a fait un SDRA extrêmement sévère, et malheureusement, elle est décédée. Alors, ce qui est intéressant quand même dans ce travail, c'est que dans cette case report, c'est de voir que vous avez ici en abscisse les différentes timings d'injection à J1, J2, J3. Et on voyait bien que l'APO1 augmentait au gré des injections. On voit également sur ce western sur la partie C. Et puis, ce qui était assez intéressant, c'est que vous voyez également en abscisse, ici en haut à gauche, J1, J2, J3, les injections, puis après J4, J5, J6, J7, décès. On voyait bien que certains marqueurs comme la CRP, de l'inflammation comme la CRP ou le SAA1, on voyait bien qu'au gré des administrations, on avait une diminution, avec malheureusement, à J5, lorsqu'on n'administrait plus, une augmentation lorsqu'il s'était dégradé de tous les profils inflammatoires. Idem pour certaines cytokines, comme par exemple l'IL-8 ou l'IL-1 bêta. On voyait bien que ça diminuait. Il faut prendre en compte des pincettes, puisqu'il ne s'agit que d'un case report. Mais conceptuellement, c'est assez intéressant de voir ça, d'autant plus que après notre publication, effectivement, nos collègues de réanimateurs de Toulouse avaient également injecté du CR01 chez des patients de réanimation. Alors, c'est un peu particulier, c'est des patients immunodéprimés de réanimation de néphrologie, des patients globalement qui étaient greffés rénaux et qui avaient effectivement eu ces injections au même dosing. Et on voit bien effectivement dans ce travail, encore une fois, c'est des case reports, mais une certaine modification de certaines cytokines, diminution des cytokines au gré des administrations. Voilà. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas d'études. Alors, le Covid a un peu diminué, là, heureusement, j'ai envie de dire, mais je n'ai pas, à ma connaissance, d'études de plus grande, avec un N plus important ou randomisé concernant des patients Covid-19. Mais voilà ce qui est intéressant de vous faire part. Voilà, j'ai terminé. Je passe la parole maintenant à Maxime.
Merci, je vais partager. Tac, le bon écran. Ok, bah on va juste finir rapidement, pareil, 5 minutes. On va parler un petit peu du Covid-19 et des médiateurs lipidiques de l'inflammation, puisque c'est l'autre versant qui a été un petit peu étudié, donc des lipides au cours de l'infection à Covid. Donc voilà, bah, une diapo pour dire que c'est pas un scoop, hein, donc il y a un lien étroit entre l'inflammation et le Covid, ça on le sait tous. Alors les médiateurs lipidiques de l'inflammation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est des acides gras libres, et donc en fonction, donc certains acides gras libres qui sont présents dans le sang, eh bien, ce sont des précurseurs, des précurseurs de molécules bioactives qu'on appelle les médiateurs lipidiques de l'inflammation. Et donc, en fonction du type d'acide gras, eh bien, on a il est plutôt précurseur de médiateurs pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires. Et c'est ce qu'on voit sur cette diapositive. On a l'acide arachidonique, qui est un acide gras oméga 6, qui est plutôt précurseur des voies pro-inflammatoires. Et puis, sur le côté droite, là, on a des acides gras oméga 3, donc l'EPA, le DHA et le 2PA et le DPA, qui, eux, vont plutôt être des précurseurs de voies anti-inflammatoires, des résolvines, qui vont être des médiateurs qui vont travailler activement à résoudre l'inflammation. Et donc, c'est pour ça qu'on s'y intéresse dans la pathologie à Covid, qui est une pathologie où l'inflammation est centrale. Donc ici, c'est la même chose avec les voies de biosynthèse, simplement voilà, pour montrer qu'on a d'un côté les oméga 6 et puis de l'autre côté les oméga 3 avec la synthèse des biomarqueurs. Alors si on se met chez le patient Covid, alors qu'est-ce qui se passe? Et donc dans ce travail, effectivement, ce qui a été comparé, c'est des sujets sains à des patients qui ont le Covid, et bien on voit que chez les patients qui sont atteints du Covid, on a une baisse des PUFA, donc des oméga 3, des acides gras polyinsaturés oméga 3, alors qu'on a une augmentation des acides gras insaturés oméga 6. Donc si on regarde dans le détail ce qui se passe, on voit qu'on a une augmentation notamment de l'acide arachidonique, celui que je vous avais montré, qui était le précurseur des médiateurs lipidiques pro-inflammatoires, et puis on a une baisse de l'EPA, et donc qui est le précurseur des molécules, qui est l'un des précurseurs des molécules anti-inflammatoires. Donc si on regarde ensuite au niveau directement des molécules bioactives, hein, donc des molécules pro-inflammatoires ou des résolvines. Donc là, ce travail il est un petit peu différent puisqu'on a des contrôles, mais après on a le Covid stratifié en 3 groupes de sévérité. Et donc on voit effectivement que globalement, on a une augmentation avec la gravité des taux de prostaglandine et aussi des taux de résolvine. Donc les deux augmentent chez le patient Covid. Ça, c'est pas vraiment surprenant, mais voilà, c'est montré là. Et donc dans ce travail-là, qui est également extrêmement intéressant, puisque c'est du matériel biologique différent, hein, c'est des lavages broncho-alvéolaires, donc on a été prélevé directement in situ sur le site de l'inflammation dans le poumon. On a été prélevé du liquide et puis on a regardé dedans, on a mesuré ces médiateurs de l'inflammation. Et donc on voit effectivement sur la figure qu'on a une augmentation de l'acide arachidonique et de tous ses dérivés hein, dans le LBA des patients qui sont atteints du Covid comparé au sujet sain. Donc voilà, on a les leucotriènes, les prostaglandines, et puis et puis on a également une augmentation donc des dérivés oméga 3 avec là les SPM qui sont les Specialized Pro-Resoluting Mediator, donc vraiment les dérivés bioactifs oméga 3 qui sont aussi augmentés. Dans ce travail qui a une très belle présentation. Bon, on reste bien sûr toujours prudent sur l'interprétation des résultats puisque c'est un effectif qui est faible, hein. Il y a 18 survivants et puis 4 non survivants. Donc les auteurs, ils ont comparé effectivement les patients qui ont survécu au Covid et les patients qui sont morts. Et donc ce qu'on voit, c'est effectivement que les patients qui sont morts, ils ont beaucoup moins de médiateurs qui promeuvent la résolution de l'inflammation, les SPM. Et donc quand on regarde effectivement sur cette figure qui est très bien présentée, on voit effectivement donc là on voit les voies de biosynthèse lipidique et donc on voit effectivement par exemple que la voie de l'acide arachidonique elle est complètement activée en rouge donc chez les patients qui sont décédés alors que bien sur les voies de la résolution on a par exemple la RVD5 qui est augmentée chez les patients survivants et donc c'est ces différences-là qui font qu'on a au final un taux de médiateur euh, plutôt sur le versant anti-inflammatoire qui est supérieur. Donc voilà, nous dans ce travail, on avait comparé les patients, ça c'est des résultats qui sont un petit peu différents puisqu'on avait comparé
des pneumopathies aiguës graves Covid à des pneumopathies aiguës graves non Covid. Et donc, on voit vraiment la spécificité de la pathologie à Covid, puisque là, on n'est plus comparé à des sujets simples, mais des patients qui ont aussi une pneumopathie sévère. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation des acides gras au niveau plasmatique, et donc on a une augmentation des oméga 6, mais aussi des oméga 3. Donc là, le DHA dans la pathologie à Covid. Donc, on avait dosé, les biomarqueurs, on n'en avait dosé que 2. Et donc, effectivement, il n'y a pas de différence sur le leucotriène B4 et la prostaglandine. Donc voilà, tout ça, ça fait effectivement le rationnel un petit peu pour supplémenter les patients en Covid en oméga 3. Effectivement, on se dit ils ont un taux plasmatique altéré. On sait que c'est des molécules bioactives qui vont promouvoir la résolution de l'inflammation. Et donc, on a envie de leur donner des oméga 3 pour résoudre leur inflammation. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Donc là, c'est ce qu'on voit. En haut, là, on a les oméga 3. Et puis, on voit effectivement que pour passer déjà des oméga 3 au résolvine, eh bien, on a un certain nombre d'enzymes. Et donc, on a une synthèse qui est active. Puis ensuite, une fois qu'on a ces résolvines, eh bien, on a une interaction spécifique qui se fait avec un récepteur, puis des voies de signalisation intracellulaire qui vont permettre effectivement leur action. Et donc, la question, c'est est-ce que chez mon patient de réanimation qui a le Covid, qui est hyper inflammatoire, qui a à peu près toutes les voies de signalisation activées, est-ce que, eh bien, ce mécanisme, il est encore fonctionnel? Est-ce qu'il va réussir déjà à synthétiser ces médiateurs? Et puis, est-ce que l'interaction va se faire? Et puis ensuite, est-ce que ça va permettre la résolution de l'inflammation? Alors, étonnamment, il y a pas beaucoup de données cliniques, il y a pas beaucoup de données cliniques dessus. Je dis étonnamment, puisqu'effectivement, on a quand même étudié pas mal de molécules et pas mal de choses chez les patients qui avaient le Covid au cours de ces dernières années. Mais les oméga 3, la supplémentation en oméga 3, il y a pas beaucoup de données. Si vous voyez, là, je vous ai mis la méta-analyse. Donc, il y a 4 essais cliniques randomisés. On voit que c'est des tout petits effectifs. Là, dans la méta-analyse, ils en ont viré un en plus, puisqu'ils ont jugé qu'ils étaient de mauvaise qualité. Et donc, quand on regarde effectivement les résultats poulés de cette méta-analyse. Et donc, ce qu'ils ont regardé, c'est un critère de jugement intermédiaire qui est la CRP. Donc, pourquoi? Bah, probablement parce que comme on a des petits effectifs et on va avoir beaucoup de difficultés à trouver des effets cliniques. Donc, c'est pas aberrant de regarder la CRP, étant donné que c'est quand même un endpoint intermédiaire qui est particulièrement intéressant, hein, puisqu'on donne les oméga 3 avec pour objectif de baisser l'inflammation. Et donc, on voit ici, effectivement, qu'on a une réduction de l'inflammation. Donc, pourquoi pas? Peut-être que c'est une molécule qui fonctionne. Donc voilà à peu près où on en est pour les médiateurs de l'inflammation dans le Covid. On a un rationnel qui est intéressant. On a des résultats préliminaires encourageants. On n'a pas encore de larges essais cliniques randomisés. C'est pas sûr que ça arrive, étant donné effectivement, heureusement, que l'incidence, on a l'impression qu'elle a diminué. Voilà, simplement une dernière diapo de conclusion pour ouvrir un petit peu des perspectives et donc pour montrer qu'effectivement, tous les effets des acides gras, ils passent pas forcément par cette biosynthèse de médiateurs inflammatoires et on peut avoir des effets directs des acides gras sur la pathogénicité des virus. Donc ici, ce que vous voyez, c'est la protéine spike du coronavirus et donc ce qui a été montré par les auteurs là, dans Science, qui est montré par les auteurs donc sur cette cryo structure, hein, c'est qu'on avait une poche qui permettait de lier l'acide linoléique, et donc cette liaison, elle permettait de changer la conformation de la protéine spike et de changer directement la pathogénicité du virus, et donc c'est encore un autre mode d'action possible des oméga 3. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Maxime, pour cette dernière présentation. Donc, nous avons le temps pour quelques questions. Alors, il faudrait juste... Donc, vous pouvez lever la main, je pense, ou bien envoyer des questions sur la messagerie. Voilà. Alors, j'ai un petit souci avec mon écran. Je n'arrive plus à vous voir. Hop. Est-ce que vous voyez des mains levées ou des questions? Ah, alors on a une question ici. Je vais parler, je vais Oui, parler. C'est juste une question en tenant compte de tout ce que vous avez dit sur le lipoprotéine, mais il y a quelque chose de très important qui est la translocation et notamment la perméabilité. On sait maintenant, et nous l'avons fait,
sur des souris génétiquement modifiées ou des inhibiteurs spécifiques de l'isoforme non musculaire de la myosine light chain kinase qui agit sur la barrière intestinale. On protège vraiment dans le cadre différent, sur un modèle expérimental, que ce soit LPS ou que ce soit comment dirais-je, ligature, comment on dit ça? Fonction fécale. Ligature et ponction sécale. Oui, fonction sécale, on réverse complètement à la fois la dysfonction vasculaire et à la fois la diminution de la pression artérielle. Et on a démontré avec ça que non seulement c'est une sorte de scaffold de protéines qui agit sur l'inhibition d'un FKB, c'est une interaction directe. Et la deuxièmement, c'est ça, une interaction directe avec les vésicules qui produisent l'IL6. Donc, ma question est la suivante. Et on arrive à reverser tout ça avec toutes les, comment dirais-je, les taux d'HDLC là qui sont modifiés. Et comment vous raccordez ce phénomène-là par rapport aux des modifications de lipoprotéines que vous voyez? Ok, bah, merci beaucoup pour la question. En effet, hein, la fonction, l'altération de la fonction barrière, c'est un mécanisme central dans la pathologie de réanimation. Et donc vous, la question, je crois que c'était la question d'améliorer en fait la fonction barrière. Et effectivement, il y a plusieurs traitements hein, qui sont à l'essai pour essayer d'améliorer la fonction barrière et puis d'éviter la translocation bactérienne. Donc, dans les essais précliniques, on a effectivement souvent des résultats encourageants. Après, faut voir si ça peut avoir une translation vers l'homme. Et puis, effectivement, hein, le fait d'inhiber l'inflammation après et le passage d'inhiber l'inflammation et puis notamment l'activation TLR4. Et bien, si vous avez pardon, une restauration de la fonction digestive, eh bien, c'est assez logique. Ça va plutôt dans les résultats et donc c'est effectivement dans les objectifs de la recherche sur la translocation bactérienne. Pas seulement au niveau de l'épithélial, comment dirais-je, digestif, mais également au niveau de l'épithélial pulmonaire, puisqu'on voit très bien dans les infections pulmonaires également, les souris qui sont déficientes avec cette enzyme sont complètement protégées. D'accord. Vous pouvez le voir, hein, c'est un MLCK knockout. Merci beaucoup. On a une question sur la messagerie. Alors, hop, hop, hop. Sait-on si est-ce qu'on trouve le même mécanisme de fonctionnement de régulation des lipoprotéines chez les cancéreux, étant donné que ces derniers présentent un niveau d'inflammation très élevé? Alors, est-ce que Maxime ou Sébastien, vous avez des réponses? Moi, il me semble que c'est quand même très, très hétérogène au niveau cancer hein, en termes de réponse. Hein. Moi, je connais pas bien la littérature sur le cancer, mais effectivement, je pense que l'inflammation liée au cancer, elle est quand même beaucoup moins importante que l'inflammation liée au sepsis. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse faire une translation directe des mécanismes. En tout cas, ouais, ce qui est certain, c'est que je sais qu'il y a des équipes qui essayent d'utiliser les lipoprotéines comme transporteurs des thérapies anticancéreuses, et c'est pas du tout moi, mon domaine. Ouais. Si je peux juste rajouter un truc, il me semble que justement, enfin, pour certaines tumeurs, on essaye plutôt justement de réveiller le système immunitaire. Donc, je suis pas, enfin, il y a quand même des effets anti-inflammatoires qui sont mis en place par les cellules tumorales. Donc, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment dans la même configuration. D'accord, pareil, j'ai les mêmes données que toi, Thomas. Mm. Voilà, et puis c'est effectivement ce côté très hétérogène des réponses qui sont très difficiles à mettre en parallèle avec le sepsis, qui est vraiment une bombe atomique, entre guillemets, d'inflammation. Je continue avec les questions. Alors, sait-on si les lipoprotéines ou la PLTP ont une affinité différente pour les LPS selon leur origine bactérienne et donc la structure des LPS, un peu comme pour les TLR, TLR2 ou TLR4 qui sont différents, qui dit différents LPS selon les structures. Alors là, je peux peut-être apporter un élément de réponse. Ça, on avait testé des LPS avec des chaînes oligosaccharidiques variables, donc qui différaient en termes d'hydrophobicité et de capacité à s'agréger.
Donc, on avait juste. Et par contre, la partie lipide A était identique. Et dans ce cas-là, en fait, les phénomènes d'agrégation jouent un rôle très important sur la facilité des LPS à se lier aux lipoprotéines. Donc, ça, c'est déjà un élément de réponse. Après, je ne sais pas si Sébastien ou Maxime, vous avez d'autres choses. Non, moi j'avais les mêmes données que toi. On avait déjà regardé, effectivement, on savait effectivement qu'il y a des interactions différentes en fonction de la qualité des LPS. Alors, si je prends les questions dans l'ordre ensuite, comment peut-on expliquer le rôle des acides gras oméga 3 utilisés dans la résolution de l'inflammation dans la survie des patients atteints de Covid? La résolution de l'inflammation, mais c'est parce que effectivement, c'est pas la résolution de l'inflammation hein, qu'on pense, c'est pas certain, hein, mais qu'on pense qu'on peut améliorer la survie des patients Covid, puisqu'effectivement, la réponse inflammatoire démesurée, eh bien, c'est la problématique centrale, et puis c'est ce qui fait la mauvaise évolution des patients Covid, et c'est pour ça qu'on les a traités. À l'époque, je parle au passé puisque ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, mais qu'on les a traités par corticoïdes et puis qu'on a même mis des inhibiteurs des cytokines, vraiment parce que le but de la prise en charge de ces patients, c'était d'essayer de réduire la réponse inflammatoire. Merci. J'ai une question de Xavier Collet qui demande s'il est dans les études sur les altérations de la structure des HDL. Quand tu parlais de petit HDL, est-ce qu'il s'agit de HDL3 ou de pré-bêta HDL? Plutôt des HDL3 dans les différentes études, me semble-t-il. Plutôt les HDL3. Ouais, sur les pré-bêta, il y avait pas Ouais. spécialement de données. Non, j'ai pas spécialement donné sur les pré-bêta, mais effectivement, plus davantage de HDL3. Merci. Alors, je ne vois pas d'autres Et moi, c'est questions. juste les oméga 3, les études, c'était des supplémentations, quand on faisait les méta-analyses, c'était vraiment des études de supplémentation via dans notre nutrition parentérale qu'on utilise habituellement, ou c'était spécifique parce Alors, qu'on sait que dans le parentéral, on met dans certaines parentérales des oméga 3, mais de manière assez naturelle pour leurs effets anti-inflammatoires. Je ne sais pas si ces études-là, si c'était cela ou c'était nos alimentations entérales, je ne sais pas. non, il y a aussi tu peux aussi les supplémenter juste en oméga 3, D'accord, pas via d'accord. Ah, la ok. parentérale. Et en fait, là, les interventions, elles sont hétérogènes, mais il y en a où ils apportent juste les oméga 3. Après, effectivement, il y Mhm. a de la littérature, tu connais, hein, sur Mhm. la supplémentation parentale par oméga 3 qui se fait effectivement de plus en plus. On y croit de plus en plus, même s'il n'y a pas de données très robustes, mais en tout cas, on en met de Et plus en comme, plus, quoi. et comme tu dis, avec des études très hétérogènes. Ouais. Ouais. Bah oui, c'est ça. Là, il y avait 3 études, des petits effectifs. Les interventions, c'était pas les mêmes dans toutes, donc difficile à dire. Merci. Encore une Alors, question, je crois. Non. alors il y a encore une main levée de Le Nine, Barbara c'est pas Wilson. grave. Oui, et ma dernière question est la suivante. Dans le cas de sepsis et sepsis aigus, on voit, et là, c'est une augmentation de taux circulant de vésicules extracellulaires et notamment de microparticules. Et on voit très bien que c'est chez les patients où il y a le plus de taux de microparticules dans la phase précoce. On parle bien de la phase précoce, où ils sont plutôt, ce sont les patients qui, il va avoir moins de décès, entre guillemets, protecteurs. Et ma question est la suivante, est-ce qu'il y a des études, parce que ça, on ne l'a pas fait, une corrélation entre le taux de microparticules et des HDLC chez les patients sceptiques? On n'a aucune idée. Ouais. Non, là non plus, je donne Parce ma que ça, langue au ce serait chat. intéressant à voir, puisque Mm. ça permettrait de voir ces modifications, en fait, et notamment les libérations de ces différents cytokines. Je sais que d'un point de vue juste, on va dire, de procédure, il y a eu pendant quelques temps des fois des confusions dans les techniques de séparation où il y a de l'overlap entre certaines microparticules et des lipoprotéines. Donc c'est vrai que là, il faut rester un petit peu prudent. Mais après, Non, 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 dans notre étude, on a séparé hein, d'accord. Ok, les oui, donc c'est dans protéines votre étude. et ça a été revérifié par différentes équipes. Hein. D'accord. Donc après, ce qui serait intéressant, c'est de savoir quelle est la provenance de ces microparticules. Est-ce que vous avez des Bien marqueurs sûr, bien spécifiques? sûr. Les Et de quel vésicules type cellulaire ça augmentées, vient? ouais, les types cellulaires, c'est effectivement c'est des types leucocytaires et les types procoagulantes annexine 5 positive. Hein. D'accord.
c'est très intéressant. Est-ce qu'on a d'autres questions? Le spectro-de-masse, oui, spectro-de-masse, c'est la question. Ah, je l'ai loupé celle-là. Merci à tous. À la Des fin. très belles données sur les apos et le lipidome. Ah oui. Effectivement, par spectro-de-masse, oui. Ok. Bon, je pense qu'on va pouvoir sonner la fin des discussions. Je ne vois pas d'autres. Ah, si, encore un autre message. Non, c'est bon. Ok. Eh bien, merci à tous pour votre participation en tant qu'intervenant, en tant qu'auditeur. Merci Merci. pour vos questions. Bonne soirée à tous. Et donc, n'oubliez pas le prochain webinaire qui se tiendra le 12 décembre prochain sur les hypocholestérolémies. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Merci à beaucoup. tous. Au revoir. Merci.